Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on continue la semaine de l'immobilier. Je suis avec David. Alors David, on s'est rencontré il y a quelques semaines. C'était une soirée, une réunion organisée par Florida Invest. Donc c'est une agence, pour faire très court, qui propose d'investir aux États-Unis, notamment en Floride. Donc David, merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc je te laisse un peu plus rentrer dans le détail sur ce que tu fais et aussi ton parcours parce on est curieux ici. Ok, super. Merci François. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là dans le podcast. Donc effectivement, on s'est rencontrés à la conférence qu'on a donnée à Montpellier et Tout à fait, oui. qui couvrait totalement le thème de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est finalement, on offre d'accompagner les investisseurs français et européens dans leur démarche de diversification patrimoniale. Donc, c'est sous forme d'investissement immobilier, comme tu l'as dit. Oui. Mais on répond surtout à des problématiques, soit de diversification de patrimoine, donc des investisseurs qui sont déjà assez exposés en France ou en zone euro, qui ont besoin d'aller chercher d'autres marchés avec d'autres fondamentaux, Mhm. soit éventuellement pour des optimisations, que ça soit fiscales ou éventuellement qui peuvent répondre à des projets de vie, d'expatriation future ou de constitution de patrimoine ou même de transmission ou d'héritage par exemple. D'accord. Donc, du coup, alors c'est peut-être la question la plus importante avant d'aller plus loin. À qui ça s'adresse? Alors, ça s'adresse à des investisseurs qui ont identifié un besoin de diversification de patrimoine, c'est-à-dire des investisseurs qui ont déjà quand même un petit patrimoine, Oui. que ce soit dans leur pays d'origine ou qui sont trop exposés à une économie en particulier, par exemple la zone euro, et qui ressentent le besoin d'aller chercher d'autres marchés. Ça s'adresse principalement à ces investisseurs-là qui ont besoin de diversifier. Ça s'adresse aussi aux investisseurs qui ont envie de réduire leur pression fiscale française, par exemple. On a beaucoup de gens qui ont vendu des sociétés et qui n'ont pas forcément envie de réinvestir en France parce qu'ils savent Ouais, très bien ouais, qu'ils je vont comprends. Ouais. faire cuisiner aux petits oignons. Et puis donc éventuellement ceux qui ont des projets d'expatriation en vue et qui ont envie de se préparer un matelas de revenus passifs avant d'aller s'expatrier. Euh, Non, c'est quand même des profils en général assez avancés ou qui connaissent déjà l'IMO. Est-ce que vous avez déjà eu des profils de quelqu'un de novice qui avait jamais investi en IMO? On a effectivement des gens qui sont, alors je sais pas pour quelles raisons, même s'il y en a, mais en tout cas assez radicaux sur le fait qu'ils ne veulent pas investir en France. Ok. Donc effectivement, il y en a, on en a eu quelques-uns, euh, mais en général, c'est des investisseurs qui ont déjà un petit peu de patrimoine. L'investissement à l'étranger, ça a quand même quelques barrières et quelques limites, hein. À distance, on peut pas gérer un bien de manière forcément optimale. Euh, donc en général, on fait attention quand même à ce que l'investisseur ait un petit peu de patrimoine et que ça ait du sens dans son patrimoine global d'aller aux États-Unis. Oui, ça c'est normal, oui, bien sûr. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais peut-être, alors question de culture propre, donner les différences voilà entre le marché immobilier américain, alors peut-être plus en Floride du coup, et le marché immobilier en France, parce que on a un marché, c'est pas le sujet de cette émission, mais en France qui est quand même très très intéressant avec des moyens de levier assez extraordinaires. Mais quels sont du coup les avantages peut-être par rapport à la France et les inconvénients? Peut-être voilà trois grosses différences, différences majeures. Voilà. Alors effectivement, il y en a pas mal. Moi, ce qui me vient en tête là principalement, et je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment dans le vif, c'est qu'en France, on est quand même dans un marché où on connaît, c'est assez opaque de connaître la valeur réelle des biens. Il y a pas mal d'incitations fiscales, que ce soit pour les différents dispositifs type Pinel, etc. Il y a la niche fiscale sur la résidence principale. Donc finalement, les biens s'échangent à une valeur qui finalement convient aux acheteurs et aux vendeurs, mais on ne connaît pas la valeur réelle des actifs. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incitation fiscale. Ouais. Les actifs, ils s'échangent de manière assez liquide, donc c'est très fluide. Donc finalement, le prix reflète vraiment la valeur. Après, de manière un petit peu plus légère, une des différences majeures, c'est le risque locatif. On sait en France, c'est très difficile d'éjecter un locataire qui paye pas son loyer. Ouais. Ça se répercute sur les gens qui sont en recherche de logement à louer parce que voilà, le filtre est vraiment dur à passer.
Donc finalement, c'est assez contraignant, notamment pour les investisseurs, parce que là, on est vraiment sur ce sujet-là. Les Oui. investisseurs et les propriétaires, ils ont un risque locatif qui est assez élevé. Le jour où le locataire décide d'arrêter de payer, bon, bah, ça crée plein de problèmes. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. C'est très facile d'éjecter un Ouais, locataire. doivent être beaucoup moins indulgents, je suppose. Exactement. On peut annuler un bail en cours en tant que propriétaire. On peut éjecter un locataire qui ne paye pas dans les 2 mois. Ok, c'est Euh, intéressant. et puis il y a des répercussions sur l'avenir financier de l'individu qui paye pas, qui sont assez importantes. Il y a un système de crédit score que tu connais peut-être. Ah oui, oui, Euh, j'avais vu passer. Ouais, c'est une genre de blacklist où effectivement, même s'il fait ce genre de bêtises une fois, après, ça va être compliqué pour lui. Bah voilà, on a tous une note est-ce qu'on est bon payeur ou pas, et donc là il y a des répercussions assez importantes qui empêcheront les locataires de se loger facilement dans l'avenir. Et puis en troisième, comme ça, je dirais que les frais de notaire, les frais de notaire sont presque inexistants aux États-Unis. Il s'agit juste de payer un avocat qui va s'occuper du transfert de titres. Là, on voit des frais de notaire assez importants. Après, en France, pour pencher aussi, pour donner un peu de points à la France, on a un levier bancaire qui est assez important. Tout le monde peut Oui. finalement emprunter à hauteur de ses revenus. Et même là, si C'est on compare juste les taux, on est très très bas en France. Même aux États-Unis, c'est du 3, 4, 5. Voilà, tout à fait. Les taux en France sont historiquement très bas. C'est quand même relativement simple d'emprunter, notamment sur une résidence principale. Donc, il y a quand même le levier bancaire, je pense qu'il penche vraiment du côté de la France pour ce coup-là. Ok, ouais, c'est pas une incitation à vous dire d'aller chercher ailleurs parce qu'on a un très beau marché, mais c'est intéressant d'avoir tous ces aspects en jeu. Et c'est vrai que la question du notaire, c'était une chose qui m'avait marqué, notamment lors de votre conférence. C'est vrai, je crois qu'il y avait une limite en dessous de 200 000 dollars, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il y a vraiment aucun notaire, quoi. C'est pas Enfin, c'est proportionnel. l'équivalent, Hein, oui, c'est un peu l'équivalent en France où nous, c'est systématiquement, même pour une place de parking, on est obligé de passer devant le ouais, notaire. ouais, Alors que tout à là, fait. il y a quand même un certain niveau du bien par lequel, bah, c'est direct, limite, vendeur, acheteur. Tout à fait, tout à fait. En fait, il s'agit juste de vraiment vérifier, comme on dit là-bas, la propreté du titre de propriété, qu'il n'y ait pas d'encombrement quelconque, de dettes ou de choses comme ça, et puis de le transférer. Donc, il s'agit vraiment de payer un peu de paperasse et un avocat. Ok. Alors, si on veut rentrer un peu plus en profondeur avec toi et par rapport à Florida Invest, comment vous fonctionnez pour quelqu'un qui est intéressé? Comment ça marche fiscalement parlant, les démarches administratives, voilà, le marché floridien pour un Français? Comment ça fonctionne? Alors, finalement, notre mission, c'est de créer toutes les passerelles qui facilitent l'investissement aux États-Unis et pour nous en Floride. Donc l'idée, c'est d'abord d'accompagner, de vraiment permettre à l'investisseur d'appréhender le marché. On a beaucoup d'analyses, on a fait beaucoup de documentation. Donc l'idée, c'est d'abord ça, hein, faire en sorte que les investisseurs comprennent, parce que on n'aime pas vendre du rêve. Ce qu'on veut vraiment, c'est que tout le monde soit en connaissance, parce que c'est quand même de l'investissement international. Oui, Euh, oui. et puis ensuite, techniquement, le processus peut être fait 100% à distance avec nous. En tout cas, aux États-Unis, on peut signer de manière électronique des contrats et des choses comme ça, donc ça pose aucun problème. Et puis ensuite, fiscalement, c'est surtout après qu'il y a des problématiques fiscales qui vont se poser, qui sont faciles d'ailleurs à résoudre, mais finalement, l'investisseur n'a qu'à transférer les fonds qu'il a en France, expliquer à sa banque que c'est pour un investissement international, même si TracFin, ça peut être enquiquinant de temps en temps, Oui. pas trop de problèmes. Et puis techniquement, dans le process, en tout cas, c'est assez fluide parce que il suffit de 40 jours pour arriver à la signature définitive. Hmm, d'accord. Ouais, c'est assez rapide quand même. Ouais, c'est assez rapide. Alors évidemment, là où ça peut bloqué, c'est sûr, et c'est comme tout investissement à l'étranger, c'est qu'on n'a pas l'effet de levier du fameux financement par la banque dans notre propre pays. Donc là, effectivement, ça concerne certaines personnes et de ce fait, certains investisseurs ne peuvent pas du coup investir tout de suite sur ce type de marché. Hmm. Donc ouais, ça c'est vraiment la problématique majeure entre guillemets de l'investissement international, c'est que c'est en général, ça se fait en général au comptant.
Oui. Il faut effectivement, ça s'adresse à des investisseurs qui ont déjà un petit peu de cash. Euh, et puis potentiellement, ceux qui ont du patrimoine en France, qui est libre d'hypothèque, peuvent le donner en collatéral à une banque pour éventuellement obtenir une ligne de crédit qui leur permettrait d'aller investir à l'étranger. Mais c'est assez rare. Ok, ouais, là c'est un cas exceptionnel quand même. C'est assez rare. Emprunter en France pour investir aux États-Unis, ça se fait, mais c'est vraiment des critères assez précis. D'accord. Et au niveau du bien immobilier de l'agence de Florida Invest, comment elle choisit ses biens? Alors ça peut être voilà géographiquement, sur quel secteur, sur quels critères. C'est aussi une question très importante, je pense, pour quelqu'un qui veut investir en Floride. C'est fondamental. Nous, ce qu'on essaye de faire, comme tu sais, on communique pas mal, notamment en vidéo, sur les réseaux sociaux. Oui, Ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord expliquer, c'est d'abord rationaliser l'investissement en Floride, parce que on connaît pas mal la Floride du bord de mer, des retraités, des golfeurs, exactement, oui, oui. des boîtes de nuit, mais il y a un visage qu'on connaît moins, c'est celui de l'arrivée massive des classes moyennes travailleuses depuis 10-15 ans. Et finalement, c'est cette population-là qui a une vraie demande flagrante de logement. Et c'est cette population-là que nous, en fait, c'est leur demande auxquelles on répond. Donc nous, nos biens, c'est finalement des biens qui sont dans des zones qu'on appelle de middle class là-bas, des zones de classe travailleuse en famille, qui sont souvent autour de gros pôles d'activité, grands Mhm. centres d'affaires par exemple, etc. Donc l'idée, nous, nos produits, c'est en général des produits donc qui ont des bons ratios. On fait attention à proposer des produits qui sont pas trop chers. Donc c'est en Ouais, général ça des produits représente combien, ouais? entre 100 et 200 000 dollars. Ok. Et si possible, qui vont permettre de loger une famille, qui va apporter de la stabilité et de la visibilité et de la sécurité à l'investisseur. Donc en général, bien familial, donc 2 chambres, voire plus, dans une zone dynamique qui répond à la demande de logement des classes moyennes, proche de grands pôles d'activité. Euh, c'est ça les biens Florida Invest aujourd'hui. Donc il y a une différence par rapport à la classe moyenne française. Ils demandent peut-être, je sais pas, une surface plus grande ou vraiment des aspects comme ça particuliers. Alors, ils sont habitués à de l'espace. En plus, en Floride, il y a des zones qui s'apparentent pas mal à des sortes de zones rurales, finalement. Donc, nous, je l'ai pas précisé, mais ça peut sûrement aider. Nous, on est au sud-est de la Floride. Il y a, Ok, il y a ouais. trois comtés, celui de la ville de Miami, celui de la ville de Fort Lauderdale et celui de la ville de West Palm Beach, euh, qui comprend aussi Palm Beach, là où, par exemple, Donald Trump a sa maison historique sur l'île de Palm Beach. Donc, on est sur vraiment le sud-est. Ouais. Et donc, effectivement, il y a des zones, quand on monte un petit peu plus au nord, où il y a de l'espace, qui s'apparente un petit peu à des zones rurales, avec des sortes de petits lacs, des golfs à proximité, etc. Donc, dans ces zones-là, effectivement, les populations sont habituées à avoir un petit peu d'espace. C'est-à-dire que nous, on est dans des apparts qui sont en général de plus de 80 mètres carrés. D'accord. Ok, 80 mètres carrés, entre 100 et 200. Et donne une rentabilité de combien à peu près? Alors même si, bon, évidemment, c'est peut-être pas ça qui est le plus pertinent, c'est pas le chiffre de la renta qui fait que, mais vous avez des chiffres aux alentours de combien? Bien sûr. Alors ça, c'est le noyau. Donc ça, c'est les produits qui pencheraient vers le plus de sécurité, hein. Produits de classe moyenne dans une résidence tout occupée. Ça, c'est typiquement le produit vraiment sécuritaire. Et on est en général entre 5 et 7% net de rentabilité. On est. Et puis à ça, il y a un marché qui a quand même la tendance haussière. Donc on peut ajouter une petite partie d'appréciation également. Très bien, ok. Bah merci beaucoup David. On va en rester là. On va faire une autre émission si tu veux aller plus loin, toi qui écoutes cette émission avec David. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette première émission? Donc oui, nous on le dit toujours aux investisseurs, il y a des bonnes choses à faire en France, il y a des bonnes choses à faire aux États-Unis. On a une partie de notre équipe qui vient de la gestion de portefeuille. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des portefeuilles diversifiés avec des actifs sécuritaires, des actifs risqués et diversifiés aussi en zone géographique. Moi, je conseille aux investisseurs qui démarrent de commencer à se constituer un patrimoine en France en utilisant un maximum de leviers. Et plus tard, ça leur ouvrira des portes pour investir à l'international et diversifier quand ils en ressentiront le besoin. Oui, bah moi le premier, je tiens ce discours
Et je sais de toute façon que votre agence est très sérieuse. C'est aussi pour ça que j'aime présenter ce genre de service. Ah bah, Merci merci. beaucoup, David, et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.